Dans cette vidéo, nous allons parler de l'autorotation, qui est une menace pour la sécurité du vol. Nous allons décortiquer le mécanisme de cette autorotation afin de bien le comprendre. Cela nous permettra de reconnaître les situations à risque afin de les éviter, d'être capable de prévenir et de stopper un départ en autorotation, et de savoir en sortir si elle se produit accidentellement. Commençons par quelques rappels sur ce qui a été étudié dans la leçon sur le vol lent et le décrochage. Tant que le vol se déroule aux petits angles d'incidence, l'écoulement aérodynamique suit le contour de la quasi-totalité du profil d'aile. Seule une partie de l'extrado, proche du bord de fuite, présente un décollement des filets d'air. Si on augmente progressivement l'incidence, le point où les filets d'air se décollent du profil avance progressivement vers le bord d'attaque. Le coefficient de portance augmente dans un premier temps, puis cesse de croître et s'effondre quand l'écoulement aérodynamique est presque totalement décollé de l'aile. C'est le décrochage. Nous savons que cette incidence de décrochage est proche de 18 degrés. Mémorisons qu'à l'approche de cette incidence, l'écoulement de l'air sur le profil est complètement perturbé, que cela augmente très notablement la traînée, et que, dès que cette incidence est dépassée, il y a un effondrement de la portance et un décrochage de l'aile. Si l'augmentation d'incidence est identique sur les deux ailes, elles décrocheront en même temps au passage de cette incidence critique. Et il y aura enfoncement ou abatté symétrique, comme nous l'avons vu dans la leçon sur le décrochage en ligne droite. Le mécanisme de l'autorotation qui nous intéresse ici va se déclencher s'il y a un décalage d'incidence entre les deux ailes, et que l'incidence critique est dépassée sur une des deux ailes seulement. L'aile concernée va donc décrocher et s'enfoncer avant l'autre, ce qui va provoquer une rotation en roulis et le départ en autorotation. Voyons comment cette rotation en roulis va faire évoluer l'incidence sur chacune des ailes. Pour cela, faisons un petit rappel d'aérodynamique. On se rappelle que l'angle d'incidence est l'angle entre la corde de profil et l'axe du vent relatif. Intéressons-nous d'abord à la corde de profil. Pour une section donnée de l'aile, la corde de profil est la ligne qui relie le bord d'attaque et le bord de fuite. Si on prend l'aile de notre ASK21 qui ne possède pas de volet de courbure, on voit que l'angle de la corde de profil à l'emplanture est constant et ne varie pas. Par contre, si on se situe en bout d'aile où sont placés les ailerons, on voit que l'angle de la corde de profil évolue en fonction de la position de ces ailerons. Ce point est déterminant, car le braquage des ailerons se faisant en sens inverse, on comprend ici que l'incidence des deux bouts d'aile est différente dès que le manche n'est plus au neutre. Parlons maintenant de l'axe du vent relatif, qui est aussi l'axe de la trajectoire du planeur. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la symétrie du vol, le vent relatif est généré par le déplacement d'un objet dans la masse d'air. Reprenons l'exemple d'une voiture, un jour où il n'y a aucun souffle de vent, comme on le voit ici grâce à la manche à air qui est positionnée dans le champ. Plaçons une autre manche à air, mais cette fois-ci sur le toit de la voiture. Tant que la voiture ne bouge pas, il n'y a pas de vent relatif. Par contre, dès qu'il y aura un mouvement, la manche à air va réagir. C'est le vent du déplacement qui est détecté. Il est donc égal à la vitesse de ce déplacement, et sa direction est exactement opposée à celle de la trajectoire de la voiture. Si le déplacement cesse, le vent relatif disparaît. Regardons comment cela va se matérialiser sur une aile. Considérons une aile qui se déplace vers l'avant avec un léger taux de chute. C'est l'axe de ce déplacement, comme on vient de le voir, qui définit l'axe du vent relatif. Si on fige l'aile à un moment donné, et qu'on superpose cet axe avec la corde de profil, on matérialise l'angle d'incidence instantané de cette section d'aile. L'angle est le même, quel que soit le point choisi sur la corde de profil. Pour que la visualisation soit plus efficace, positionnons-le sur le bord de fuite, puisque c'est ce point qui se déplace lors du braquage des ailerons. On voit bien ici que quand l'aileron monte, l'angle d'incidence diminue. Et que quand l'aileron descend, l'angle d'incidence augmente. L'aileron se lève du côté où on déplace le manche. Donc, si par exemple on met du manche à gauche, l'aileron gauche se lève, et l'incidence diminue sur l'extrémité de cette aile gauche. Par conséquent, l'incidence va augmenter sur l'aile opposée.
Puisque le risque provient d'une augmentation d'incidence, mémorisons cette première information. Quand il y a un déplacement latéral du manche, l'incidence augmente du côté opposé à cette action sur le manche. C'est instantané, mais éphémère, car le braquage va modifier la trajectoire, et donc à nouveau l'incidence. Nous avons parlé du vent relatif qui se matérialise lors du déplacement horizontal d'une aile dans la masse d'air. Mais il faut aussi considérer un éventuel déplacement vertical de cette aile. Quand une rotation en roulis apparaît, une aile monte et l'autre descend. Cela va créer une composante de vent relatif verticale qui sera opposée sur les deux ailes. On peut considérer cette composante de vent relatif verticale comme négligeable pour les faibles modifications d'inclinaison. Mais si le mouvement de roulis est rapide, soit par un braquage brusque des commandes, soit dans le cas qui nous intéresse, par un mouvement de roulis provoqué par le décrochage d'une aile avant l'autre, cette composante verticale du vent relatif sera conséquente et va jouer un rôle important. Reprenons la section d'aile qu'on avait figée à un moment donné lors d'un déplacement horizontal. Sa trajectoire se décompose en une composante de vitesse horizontale Vx due à son déplacement et à une composante verticale Vz due à son taux de chute. La résultante donne l'axe de sa trajectoire et du vent relatif induit. Appliquons-lui un mouvement de roulis générant un déplacement vertical vers le haut. Ce mouvement va générer une composante de vent relatif vers le bas qui, combinée avec celle qui existait déjà par le mouvement horizontal, va donner une résultante qui sera sur un axe différent et qui va donc modifier l'angle d'incidence. En particulier, sur cette aile qui monte, on voit que l'angle d'incidence diminue. Si on analyse l'axe résultant du vent relatif sur l'aile qui descend, on voit sur cette animation que pour elle, l'angle d'incidence augmente. On peut faire la même démonstration en raisonnant sur la trajectoire de l'aile. Si on applique à l'aile un mouvement de roulis générant un déplacement vertical vers le haut, son taux de chute diminue. Et on voit bien ici que le changement de trajectoire provoque une diminution d'incidence. Bien évidemment, on démontre que si le mouvement de roulis provoque un déplacement vertical de l'aile vers le bas, c'est l'inverse qui se produit, et que cela provoque une augmentation de l'incidence. Avant d'aller plus loin, revoyons quelques points clés. On a vu précédemment que quand il y a un déplacement latéral du manche, l'incidence augmente du côté opposé à cette action sur le manche. C'est instantané mais éphémère, juste pendant le temps du braquage, car ensuite la trajectoire va changer. Mémorisons maintenant cette seconde information. Quand il y a un mouvement de roulis, l'incidence augmente du côté de l'aile qui descend. Donc, on peut en déduire que si un planeur a ses bouts d'aile très proches de l'incidence critique, et qu'il subit un mouvement de roulis rapide, l'aile qui descend peut décrocher et enclencher le mécanisme d'autorotation. En planeur, on cherche plutôt des masses d'air instables pour pouvoir monter. Cette instabilité peut être thermique dans une ascendance ou dynamique au-dessus d'une pente. Les ailes du planeur ne vont pas être exposées de la même façon à cette instabilité. Dans le thermique, si le planeur est bien positionné, l'aile intérieure va recevoir une poussée verticale supérieure. Et sur une pente, c'est l'aile au-dessus de la pente qui va recevoir une poussée verticale supérieure. Reprenons notre section d'aile et regardons l'effet de cette rafale verticale sur l'incidence. Pour l'instant, sans qu'il y ait de manœuvre des ailerons. On voit bien ici que cette poussée verticale, ajoutée vectoriellement au vent relatif dû au déplacement horizontal du planeur, donne une résultante qui se déplace vers le haut, et que cela augmente automatiquement l'angle d'incidence. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'augmentation d'incidence sera plus grande sur l'aile qui est le plus sollicitée par la poussée verticale. Nous savons maintenant que de façon instantanée mais éphémère, quand il y a un déplacement latéral du manche, l'incidence augmente du côté opposé à cette action sur le manche. On sait également que l'incidence augmente du côté d'une aile qui descend. Mémorisons cette troisième information. L'incidence augmente du côté de l'aile qui traverse une zone ascendante. Si un planeur a ses bouts d'aile très proches de l'incidence critique, comme ce planeur qui vole cabré en thermique pure, et qu'une des ailes passe dans un courant ascendant,
elle peut décrocher avant l'autre et enclencher le mécanisme d'autorotation. Voyons maintenant comment varie l'incidence en fonction des mouvements du planeur en lacet. Une rotation du planeur autour de l'axe de lacet va générer une différence de vitesse horizontale entre les deux ailes. Si on reprend notre profil d'aile, on voit ici que l'augmentation de vitesse horizontale change l'orientation de la résultante de trajectoire de l'aile et diminue l'incidence. Bien évidemment, c'est le contraire qui se passe sur l'aile qui ralentit. Et on voit ici que la diminution de vitesse génère une augmentation de l'incidence. L'aile qui ralentit est celle qui se trouve du côté où se produit la rotation en lacet. C'est donc du côté où se produit cette rotation en lacet qu'il va y avoir une augmentation d'incidence. Ceci est donc la quatrième information à retenir. S'il y a une rotation en lacet, pilotée ou non, l'incidence va instantanément augmenter sur l'aile du côté où se déplace le nez du planeur. Mais comme pour un mouvement latéral sur le manche, cet effet est éphémère, uniquement pendant le temps du mouvement de lacet. Car la variation de vitesse va générer une variation de portance, un changement de trajectoire et un mouvement de roulis. En ce qui concerne les mouvements de lacet, rappelez-vous qu'une mauvaise gestion de la symétrie en virage génère elle aussi un risque de départ en autorotation. En effet, en cas de virage dérapé, une des ailes est masquée par le fuselage. Le dérapage extérieur est plus dangereux que le dérapage intérieur. Reportez-vous à la vidéo sur la symétrie en virage pour plus d'informations. Notez que tant que la vitesse est suffisante et qu'on est loin de l'incidence critique, ces mouvements du planeur ne restent que des effets secondaires. Par contre, si on est juste à la limite de l'incidence critique, le moindre petit des effets que nous avons détaillés ici peut faire décrocher une aile avant l'autre et provoquer un départ en autorotation. Une fois débuté, voyons comment ce mécanisme va évoluer et s'amplifier jusqu'à une trajectoire de vrille. Considérons un planeur qui vole cabré. Ses bouts d'aile sont donc proches de l'incidence critique. La répartition de la portance est représentée ici en vert au-dessus de l'aile. Supposons que pour une des raisons évoquées précédemment, l'incidence d'une des ailes augmente un peu et que son bout d'aile décroche en premier. Analysons la séquence au ralenti. L'aile correspondante va s'enfoncer. Comme on l'a vu avec l'information numéro 2, le mouvement de roulis créé va générer une augmentation d'incidence qui va se propager vers l'emplanture de l'aile. Et cela va provoquer un effondrement de la portance, ce qui va encore accentuer le mouvement de roulis. Un effondrement de portance qui se propage sur une aile va également provoquer une forte augmentation de sa traînée. Comme on le voit ici, à cause de l'augmentation de traînée de l'aile qui s'enfonce, une rotation en lacet va être générée en direction du côté de l'aile basse. Cette rotation en lacet va elle-même générer du roulis induit qui va encore accentuer la différence de portance entre les deux ailes et augmenter l'inclinaison. Une fois débuté, ce mécanisme s'auto-entretient tant que les ailes ne retrouvent pas un angle d'incidence analogue. Le planeur décrit alors une trajectoire hélicoïdale de faible rayon, appelée autorotation ou vrille. L'autorotation entraîne une moyenne de perte de hauteur de 150 mètres par tour. Résumons ce qui peut être à l'origine d'une autorotation. On a vu que le déclenchement d'un mécanisme d'autorotation commençait par une différence d'incidence entre les deux ailes lorsqu'on est proche de l'incidence critique. Cette différence d'incidence peut être causée par un mouvement de roulis piloté ou non, ou par un mouvement de lacet piloté ou non, ou par une modification de braquage rapide des ailerons, ou encore par un vol dérapé en virage, ou par une vitesse verticale de la masse d'air différente entre les deux ailes. Notez qu'un centrage arrière va grandement augmenter le risque et peut même, s'il est hors limite, compromettre les chances de sortie. Il faut donc bien s'assurer qu'on est dans les limites de centrage. Attention à ne pas oublier les gueuses si elles sont nécessaires, et de vérifier que le ballast de queue a bien été vidé par le pilote précédent lors de l'après-vol pour les planeurs qui en sont équipés.
Maintenant que nous connaissons les conditions qui peuvent amener à avoir une aile qui décroche avant l'autre, voyons quelles sont les situations à risque. La première est la spirale dans un thermique. Dans cette situation, l'aile intérieure, plus proche du noyau de l'ascendance, subit une poussée verticale plus importante que l'aile extérieure. Il y a donc une différence permanente d'incidence entre les deux ailes. Et l'incidence est plus forte du côté de l'aile intérieure. On voit ici que le braquage des ailerons nécessaire pour contrôler le roulis induit augmente encore un peu plus l'incidence du côté de cette aile intérieure. Si l'incidence critique est atteinte, l'aile intérieure décroche et commence à s'enfoncer. Si le pilote contre alors par une action latérale sur le manche, le braquage des ailerons ne fait qu'amplifier encore plus la différence d'incidence entre les deux ailes, ce qui va finir par déclencher le mécanisme de départ en autorotation. Notez que le décrochage de la première aile apparaîtra d'autant plus tôt que la symétrie du vol sera approximative. En vol à voile, on est très souvent en spirale. Donc, voyons quelles sont les consignes pour se protéger de la menace d'un départ en autorotation dans cette situation. Ne pas voler à une vitesse inférieure à la vitesse de taux de chute mini. Comme on l'a vu dans la leçon sur le décrochage, en dessous de cette vitesse, on est dans la plage de vol lent et aux grands angles d'incidence, ce qui représente un risque et n'apporte aucun avantage puisque ces vitesses ne permettent pas de monter plus vite. Il faut également apporter un soin particulier à la conjugaison, notamment pour corriger une variation d'inclinaison engendrée par les mouvements de la masse d'air. Il faut aussi tenir compte de l'évolution de la vitesse de décrochage en fonction du facteur de charge. À 30 degrés d'inclinaison, ce qui est courant pour une spirale, la vitesse de décrochage est majorée d'environ 10%, à 45 degrés de 20% et à 60 degrés de 40%. Et dès qu'un signe annonciateur du vol lent est identifié, il faut avoir une action du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence. La seconde situation à risque est le vol de pente. En effet, pour ce type de vol, comme pour la spirale dans une ascendance, l'aile côté pente subit une poussée verticale plus importante que l'autre aile. Son incidence est donc supérieure. Sous l'effet d'une rafale verticale, l'incidence critique peut être atteinte sur l'aile qui est du côté de la pente. Le bout d'aile va décrocher et s'enfoncer vers le relief. Le réflexe risque d'être une action aux ailerons pour diminuer l'inclinaison, ce qui va amplifier notablement la différence d'incidence entre les deux ailes et augmenter l'enfoncement. De plus, la proximité du sol peut amener le pilote à tirer instinctivement sur le manche. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, puisque l'incidence augmentera encore plus. Voyons donc quelle est la conduite à tenir en vol de pente pour se protéger de la menace d'un départ en autorotation. Ne pas voler à une vitesse inférieure à la vitesse de finesse max, et majorer cette vitesse si la masse d'air est très turbulente. Il faut également apporter un soin particulier à la conjugaison, notamment pour corriger les variations d'inclinaison engendrées par les mouvements de la masse d'air. Et dès qu'un signe annonciateur du vol lent est identifié, ou qu'on sent un début de rotation en roulis non piloté vers la pente, il faut avoir une action du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence, et une action manche polonier à l'opposé de la pente pour orienter la trajectoire du bon côté. La troisième situation à risque est le dernier virage si on est bas. Lors d'une prise de terrain à trop basse hauteur, n'osant pas incliner le planeur du fait de la proximité du sol, le pilote va être tenté d'utiliser son palonnier pour augmenter le taux de virage. Cela va créer un dérapage extérieur et générer un premier danger car le vol ne sera plus symétrique. Et on se rappelle qu'un dérapage extérieur est plus dangereux qu'un dérapage intérieur. Cela va également générer une rotation en lacet et augmenter la vitesse de l'aile extérieure au virage. Du coup, la portance sur l'aile extérieure sera plus grande que sur l'aile intérieure. Le planeur aura tendance à s'incliner. C'est l'effet secondaire déjà connu du roulis induit. On sait que l'incidence augmente sur une aile qui descend. Ce roulis induit va donc augmenter l'incidence de l'aile basse. Le pilote sera tenté de s'opposer à la rotation en roulis par une action sur le manche vers l'extérieur du virage. Et le braquage de l'aileron du côté de l'aile basse
augmentera encore son incidence. Si la vitesse est faible, ce qui est généralement le cas dans cette situation, puisqu'on cherche à perdre le minimum de hauteur, la menace est très grande de partir en autorotation du côté de l'aile basse, et la proximité du sol compromet toute chance de réussir une sortie. On peut faire face à la même situation lorsqu'on dépasse l'axe d'atterrissage suite à un dernier virage exécuté trop tard, ou si l'inclinaison n'était pas suffisante, ou encore si l'effet du vent n'a pas été suffisamment pris en compte. La conduite à tenir en dernier virage pour se protéger de la menace d'un départ en autorotation est la suivante. Le dernier virage doit être conduit à une hauteur sol suffisante, et jamais inférieure à un minimum de 50 mètres. La VO à calculer doit être maintenue, et l'inclinaison ne doit pas dépasser 30 degrés. L'effet du vent sur la trajectoire sol du planeur doit être pris en compte, pour éviter un dépassement de l'axe d'atterrissage. Il faut enfin apporter un soin particulier à la conjugaison, pour éviter tout dérapage. Avant de parler de la manœuvre de sortie, nous allons revenir sur l'influence du facteur de charge. Le facteur de charge est le rapport entre le poids apparent et le poids réel. Le poids apparent est le poids réel auquel s'ajoutent les forces d'inertie dues au virage et aux ressources. Le facteur de charge est ce qu'on appelle également le nombre de G qu'on subit dans un virage ou une ressource. Par exemple, dans un virage à 60 degrés d'inclinaison, on subit un facteur de charge de 2. Le poids apparent est le double du poids réel. On est à 2G. On sait que le décrochage d'une aile est lié à une incidence et non à une vitesse. Dès qu'il y a du facteur de charge, la vitesse à laquelle aura lieu le décrochage va augmenter. Mais le décrochage surviendra toujours à la même incidence. Pour vous le démontrer, nous allons matérialiser visuellement l'évolution de l'incidence grâce à un fil de laine placé latéralement sur la verrière d'un planeur de performance de 18 mètres d'envergure. Pour cette démonstration, ce planeur est équipé d'un avertisseur de décrochage qui sonne dès que l'incidence dépasse 15 degrés. Le fil de laine matérialise l'orientation du vent relatif, donc la trajectoire. Le scotch le plus bas est calé à 15 degrés et matérialise l'angle de déclenchement de l'avertisseur de décrochage. Le scotch le plus haut est calé à 18 degrés et matérialise l'angle d'incidence critique à partir duquel il y a décrochage. Vous allez voir que si un pilote augmente le facteur de charge par de l'inclinaison et des actions sur le manche vers l'arrière pendant un virage, on arrive très rapidement au décrochage d'une aile et au départ en autorotation, malgré une vitesse confortable qui pourrait nous faire croire qu'on est protégé. Regardons une première fois ce qui se passe. Fonctionnement de l'incident fret, voilà, on est à 100 à l'heure en ligne droite, on est mise en virage, toujours 100 à l'heure, on s'aperçoit que sitôt qu'on augmente le facteur de charge, ça monte très vite, on mixe, à vitesse égale on bouge beaucoup avec le facteur de charge. Bon, maintenant autorotation dynamique pour simuler la rafale à 120. Donc on sort à 200 km/h, on perd 100 mètres. Vous l'avez vu, le planeur vole à 100 km/h et le pilote se met en virage. On constate que pendant le virage, pour de petites actions sur le manche vers l'arrière, l'incidence augmente très vite à cause du facteur de charge créé. Et cette incidence atteint la valeur critique en quelques secondes sans que la vitesse n'ait diminué. Regardons cette vidéo une deuxième fois. Fixez le bout d'aile au moment où l'incidence va dépasser les 18 degrés. On s'aperçoit très nettement, en regardant le taux de défilement de ce bout d'aile par rapport au sol, que le planeur a subi un départ brutal en autorotation malgré une vitesse élevée. Rappelez-vous donc que même avec une vitesse confortable, si lors d'un virage ou d'une spirale, on augmente brutalement le facteur de charge par l'augmentation d'inclinaison ou par une ressource en tirant sur le manche, on s'expose à un départ en autorotation. La menace est majorée sur les planeurs de performance à grande envergure, ce qui est le cas du planeur utilisé pour cette démonstration. Pour terminer, parlons de la manœuvre de sortie de l'autorotation. Cette manœuvre est décrite dans le manuel de vol de votre planeur à la section 3, manœuvre d'urgence. Pour les manuels de vol en anglais, cherchez Spin Recovery dans la section 3.
Ne pas confondre avec Spiral Dive Recovery, qui est la manœuvre de sortie d'un virage engagé. Vous avez à l'écran l'exemple de la procédure décrite dans un manuel de vol de DG500. Mettre le palonnier en butée à l'opposé du sens de la vrille en positionnant le manche doucement vers l'avant jusqu'à ce que la rotation s'atténue. Puis, recentrer le palonnier et faire une ressource souple. Les ailerons doivent être maintenus au neutre pendant toute la récupération. Attention, le manuel de vol du planeur est le seul document de référence dans ce domaine. En l'absence de manuel de vol, il faut appliquer la procédure suivante que nous allons visualiser ici sur des images au ralenti. Les deux premières actions vont être simultanées, manche avant au neutre et palonnier à l'opposé de la rotation. Dès l'arrêt de la rotation, ramener le palonnier au neutre et revenir à l'assiette de référence par une ressource souple. Attention, il n'est pas instinctif de garder le manche au neutre latéralement. Il faut s'éduquer à cette manœuvre de sortie pour qu'elle devienne une action réflexe, surtout de garder le manche latéralement au neutre. On pourrait être tenté, par réflexe, de contrer la rotation avec le manche latéralement, mais il ne faut surtout pas le faire, car cela augmenterait encore l'angle d'incidence sur l'aile décrochée, et aurait l'effet inverse à celui désiré. Notez que sur les planeurs modernes, qui accélèrent très vite, il peut être utile d'utiliser les aérofreins pour réduire la vitesse. Mais ne pas oublier que dans ce cas, il y a une réduction du facteur de charge limite à 3,5 G. Reportez-vous au manuel de vol de votre planeur. Terminons par les points clés de cette leçon. On a vu que le déclenchement d'un mécanisme d'autorotation commençait par une différence d'incidence entre les deux ailes lorsqu'on est proche de l'incidence critique. Cette différence d'incidence peut être causée par un mouvement de roulis piloté ou non, par un mouvement de lacet piloté ou non, par une modification de braquage rapide des ailerons, par un vol dérapé en virage, par une vitesse verticale de la masse d'air différente entre les deux ailes, ou par l'application d'un facteur de charge en virage. Les situations à risque sont les spirales en thermique, le vol de pente et le dernier virage si on est bas. La manœuvre de sortie est décrite dans le manuel de vol du planeur. En l'absence du manuel de vol, il faut appliquer la manœuvre suivante. Les deux premières actions vont être simultanées. Manche avant au neutre et palonnier à l'opposé de la rotation. Dès l'arrêt de la rotation, ramener le palonnier au neutre et revenir à l'assiette de référence par une ressource souple. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'autorotation. C'est la dernière vidéo du module 1 Objectif lâché. Nous vous souhaitons de beaux vols en solo en sécurité.